Et nous abordons maintenant Sciences et croyances, l'adoption d'une théorie scientifique, la tectonique des plaques, l'effet de serre par Xavier Le Pichon, qui est professeur au Collège de France. Alors j'ai eu la chance de participer à un de ces bouleversements dans la science lorsqu'on passe d'un ensemble de paradigmes ou de croyances à un autre ensemble, un autre modèle, et où le changement est absolument radical. Je l'ai vécu de l'intérieur, ça m'a fait réfléchir. Je voulais vous présenter quelques-unes de ces réflexions et en même temps vous parler aussi de quelque chose qu'on vit en ce moment qui est l'imposition progressive d'un autre modèle, l'effet de serre, dont on parle beaucoup dans le climat. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je le dis très brièvement, mais j'ai trois, disons, il y a trois références de base. Il y a un livre, Plate Tectonics, qui a été publié en 2001, dans lequel une vingtaine des artisans de la tectonique des plaques ont présenté chacun leur point de vue. Donc c'est très intéressant parce que chacun a vu des choses différentes. Et ça vaut la peine. Moi, j'ai présenté le mien dedans. Vous avez un second livre qui a eu une immense influence parce que sa première version date de 1920, qui est de Sir Harold Jeffreys, qui est mort maintenant, mais il n'y a pas très longtemps, parce qu'il a vécu très longtemps, cet homme, et qui a été le père de la géophysique. Il a joué un rôle énorme, très important. Il était farouchement anti-dérive des continents et anti-tectonique des plaques jusqu'à sa mort. Mais c'est un homme qui a... Moi, j'ai été formé avec ses livres. Et puis, que ceux qui en épistémologie connaissent, The Structure of Scientific Revolution de Thomas Kuhn, qui a essayé de théoriser sur la révolution, ce qu'il a appelé la révolution scientifique, et que je trouve, moi, s'appliquer bien à ce que j'ai vécu. Alors, je commencerai avec cette situation qui, paraît-il, est apocryphe, mais elle me convient bien. C'est ce qu'aurait dit Louis XVI au duc de La Rochefoucauld, juste après la prise de la Bastille. C'est une révolte, il lui pose la question. Et La Rochefoucauld lui répond « Sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution ». Alors, c'est quelque chose d'assez important d'essayer de comprendre quand est-ce qu'on peut dire on n'est plus dans la révolte, on est dans la révolution. Je parle là dans le domaine scientifique, je ne parle pas du tout dans le domaine historique. Autrement dit, c'est une idée iconoclastique qui est arrivée, qu'on débat, etc. C'est quelque chose qui change, mais quand est-ce que cela devient une révolution ? C'est-à-dire que la quasi-totalité des scientifiques l'adoptent massivement comme le nouveau modèle. Ça, c'est une question qui est cruciale. Et je crois que c'est très important de voir ce qui se passe à ce moment-là. Parce que ce n'est pas aussi clair que ça. Il n'y a pas une démonstration tout d'un coup que c'est le nouvel ordre qui va s'imposer. Il y a des tas d'ombres et lumières dans cette affaire-là qui sont assez compliquées. En tout cas, dans le cas d'une révolution, d'après Kuhn, le modèle s'impose avec une très grande rapidité lorsque le pouvoir explicatif et prédictif du nouveau paradigme est supérieur à celui de l'ensemble pour l'ensemble des faits observés, supérieur à celui de l'ancien pour l'ensemble des faits observés par les chercheurs. Notez bien qu'il est dit supérieur. Il n'est pas dit que tout, pour tout, ce sera mieux qu'avant. C'est un point qui est très important parce qu'on l'a vu au moment de l'adoption de la tectonique des plaques, et je vais passer un petit peu de temps là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bien expliquées par la tectonique des plaques, par lesquelles on est passé parce que pour l'ensemble, et naturellement ça dépendait du point de vue de la personne et de la discipline dans laquelle elle était, c'était beaucoup mieux. Alors, je dis deux mots sur la tectonique des plaques, et puis je vais la différencier par rapport à la dérive des continents, parce que pour beaucoup de gens, tous les deux, les continents se déplacent, c'est la même chose. Wegener est celui qui a inventé la tectonique des plaques, et voilà. Bon. Et simplement, on a été aveugle pendant 60 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc la tectonique des plaques est un modèle quantitatif, ce que n'était évidemment pas la dérive des continents, interdisciplinaire, d'évolution globale de la Terre, et il est venu du fait qu'on a découvert ce qu'était l'océan. Il y avait les 2 tiers de la Terre qu'on ne connaissait pas. Le modèle a été, sur le plan qualitatif, d'abord proposé en 1960 par
un géologue génial que j'ai bien connu, qui était à Princeton, qui s'appelait Harry Hess, et qui a été appelé Seafloor Spreading. On le voit bien sur cette figure extrêmement simple. Hein. L'idée de base était il y a une remontée au milieu des océans de matériaux chauds qui, en se refroidissant, va constituer le matériau froid qui forme la surface de la Terre, qui est une unité mécanique qui va progressivement s'épaissir parce qu'il se refroidit, et puis qui va devenir suffisamment lourd parce qu'en se refroidissant, il s'alourdit pour finalement plonger à l'intérieur des océans. Donc vous avez un système dans lequel le système océanique n'a rien à voir avec le système continental adjacent, qui lui aussi comprend une croûte au-dessus, là cette croûte est mince, mais surtout cette croûte est insérée dans un ensemble rigide mécanique froid aussi, qui est la lithosphère, est présente ici aussi. Donc vous avez deux ensembles, et cet ensemble-là a la propriété qu'il se renouvelle très vite. D'où la conséquence, c'est que l'âge moyen des océans, c'est 70 millions d'années, l'âge moyen des continents, c'est 3 milliards d'années. C'est une révolution parce que juste avant, en 1960, on pensait que l'âge moyen des océans était 3 milliards d'années, comme celui des continents. Il n'y avait pas de différence entre les deux. Donc on devait trouver des épaisseurs énormes de sédiments. C'est parce qu'on ne les a pas trouvés qu'on a trouvé un océan qui était, le fond des océans qui était jeune, qu'on a été obligé de se dire mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On ne peut pas rester avec ça. On n'explique pas les 2/3 de la Terre. Je crois qu'il faut bien comprendre ça. Alors ensuite, c'est passé à la modèle de la tectonique des plaques lorsqu'on en a fait un modèle quantitatif dans lequel on prédisait la cinématique, c'est-à-dire on l'avait divisé en un certain nombre de plaques. J'ai fait le premier modèle cinématique quantitatif des plaques dans lequel on obtenait les ouvertures le long des rifts et les fermetures le long du Pacifique. Ça avait des implications très importantes. On retrouvait ce qu'avait proposé Wegener, c'était que l'Atlantique, il y a des ouvertures, et l'océan Indien, il y a des ouvertures, mais pas de fermetures. Le Pacifique, il n'y a que des fermetures et moins d'ouvertures. Donc le Pacifique est un océan qui rétrécit, alors que les deux autres grandissent au cours du temps. Mais ça devenait un modèle quantitatif, on pouvait le comparer à l'activité sismique, et donc pouvoir prédire quelle quantité d'énergie, dans quelle direction, quel type d'énergie mécanique, etc. Bon. Alors, il n'y a pas eu de révolution de la dérive des continents. Pourquoi? Parce qu'au fond, l'essentiel, c'est-à-dire la mobilité, pour beaucoup de gens, c'est la mobilité des continents, elle était déjà là. Bon. Alors, pourquoi? Non seulement il n'y a pas eu de révolution, mais ça a été abandonné. Quand je suis rentré dans les sciences de la Terre, c'était abandonné, à part quelques malheureux survivants du type Néandertal dans le sud de l'Afrique, il n'y en avait plus. Et puis un petit peu en Tasmanie, il n'y en avait plus. Bon. Pourquoi? Alors c'est important de le comprendre, parce que Wegener, j'ai pris le modèle qui est dans son livre, il a écrit son article la première fois en 1912, et la dernière version de son livre, 1929, vous savez, il est mort dans l'exploration du Groenland, mais ce modèle mettait tout à la base de la croûte continentale. Et voilà la base de la croûte continentale, ça fait une trentaine de kilomètres, ça c'est l'océan. Et ce qu'il pensait, c'est que les continents dérivaient, c'est de là que venue la dérive des continents, ils glissaient sur une surface en dessous qui était le manteau et qui était dénudée sous les océans. Vous voyez que c'est radicalement différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, avec ici un espèce de rouleau qui monte au milieu puis qui va redescendre, hein, qui est une unité mécanique complètement différente. Donc vous avez quelque chose de radicalement différent. Et naturellement, ça avait des implications énormes, parce que c'est là qu'on devait avoir tous les effets mécaniques. Et il fallait que cette surface-là soit une surface extrêmement permettant le glissement, permettant très peu de frottement. Hein. Alors c'est là que tout de suite ça va se heurter à la géophysique qui était en train d'émerger et qui dit non, c'est pas vrai. Avec les séismes, on ne voit pas ça du tout. Et non seulement ça, mais ce matériau qui vient en surface, il devient froid. Et la dunite, on sait que c'est le matériau le plus solide, le plus résistant mécaniquement, plus que le granit en tout cas et que le basalte. Donc on dit qu'il y a une incohérence dans cette affaire. Alors, ça a conduit au fait que Jeffreys
a en particulier, pas seulement, mais il a rejeté en donnant des arguments. Les preuves sont surtout paléontologiques, la dérive des continents est insuffisante quantitativement et qualitativement, elle ne peut pas être appliquée. C'est une explication qui n'explique rien de ce que je veux expliquer. Il voulait expliquer des phénomènes géophysiques, il ne trouvait rien dans Wegener qui les explique. Il disait, bon, ce que je viens de vous dire sur la viscosité de ce matériau qui vient en surface dans l'océan, il disait, mais non, cette viscosité, il n'y a aucune raison qu'elle soit moins élevée que celle du continent. Au contraire, elle doit être beaucoup plus élevée. Et enfin, un point qui est crucial et qui joue un grand rôle dans ce genre d'affaires, I must reject the whole attitude that maintains that any type of scientific evidence can by itself be so completely demonstrative as to require rejection of any evidence that appears to conflict with it. Voilà. If evidence is conflicting, the scientific attitude is to look for a new idea that may reconcile. Autrement dit, tout conflit entre des faits, des observations et la théorie qui les présente veut dire que la théorie ne peut pas être acceptée. Et on va voir qu'au moment de l'acceptation de la tectonique des plaques, ceci n'a pas été vrai du tout. Beaucoup de choses étaient encore inexpliquées et pourtant la communauté a basculé dans son ensemble. Alors, c'est assez intéressant de voir que mon prédécesseur, d'une certaine manière, au Collège de France, Paul Fallot, qui écrivait sa thèse en 1922, il considérait déjà, les créateurs de la tectonique avaient vécu la phase des grandes synthèses. Notre rôle est maintenant de préparer une nouvelle base sur laquelle nos successeurs pourraient étayer de nouvelles synthèses. Et c'était vrai en géophysique aussi. Il fallait trouver des choses en les mesurant, et puis on verrait plus tard ce qui se passe. Et dans sa dernière leçon, c'est un truc admirable, en 1960, de l'autre monde, dans 10 ou 20 ans, j'espère vous voir établir quelques dizaines de feuilles au 50 millième. Les 50 millièmes, pour les géologues, c'est la carte détaillée. Fondement essentiel de toute synthèse géologique valable, des interprétations nouvelles et plus adéquates que celles qui nous servent ici d'hypothèse de travail. C'était l'idée qu'il fallait faire un travail de fourmi et qu'à force d'accumuler les choses, eh bien, on finirait par comprendre. Voilà. Et ça, c'est exactement au moment où Hess produisait son idée géniale qui allait tout bouleverser avec la Seafloor Spreading puis la tectonique des plaques. Alors, cette idée est venue, pas dans la tête de quelqu'un comme ça, mais parce que l'exploration des océans d'une part et la localisation détaillée de la sismicité globale ont été à l'origine de cette révolution conceptuelle. C'est des nouveaux faits qui se sont imposés. Tuzo Wilson disait, c'est le jour où le géologue s'est décidé à regarder par-dessus bord qu'il s'est aperçu que son bateau bougeait. C'est-à-dire qu'il a regardé dans les océans. Et bon, je citais Cailleux qui était aussi un beaucoup plus grand bonhomme, je pense, que Fallot, mais qui était aussi professeur au Collège de France. Bon. Alors, l'apport de l'exploration des océans, je crois que c'est assez intéressant que ces deux apports nous viennent de la guerre. Dans les deux cas, ça a été un financement de la marine et de l'armée américaine. La marine, c'était pour la guerre sous-marine, qui s'est mis à financer la recherche fondamentale en océanographie de manière très importante. Et puis, ensuite, pour la même chose, pour la détection des expériences atomiques. Alors, je voulais quand même vous montrer ça, parce que ça montre qu'on change avec le temps. C'était quand j'ai rejoint les États-Unis et où nous commencions à faire cette découverte du fond des océans. On passait notre temps à bord des bateaux et on faisait le tour du monde tous les ans et nous découvrions que les océans étaient très jeunes. Et on se heurtait à ce fait. Non seulement ils étaient très jeunes, mais ils étaient de plus en plus jeunes à l'axe des océans et puis ça s'approfondissait, devenait de plus en plus ancien progressivement. Alors ça, c'était le bateau sur lequel j'étais, très beau Tromba-Goélette. Et puis j'ai montré aussi ce qui a suivi l'exploration sous-marine. Je n'insiste pas là-dessus. Alors, deuxième apport, premier apport massif, c'est le fait que les océans sont récents. Deuxième apport, c'est la détection des séismes qui montrent qu'ils sont organisés en ceinture étroite, avec une différence radicale entre ce qu'il y a au milieu des océans qui est essentiellement extensionnel et ce qu'il y a sur le bord des océans, dans les grandes fosses, qui est en rapprochement, en compression. Donc ça, c'était un fait qu'il fallait bien expliquer. Jusqu'à cette époque-là,
la tectonique, c'est-à-dire la compréhension des chaînes de montagnes, était complètement indépendante de la sismologie. Ça n'avait rien à voir. Les deux étaient des choses distinctes. L'apport de la tectonique des plaques, ça a été de dire les séismes, c'est la manière par laquelle progressivement on fait les chaînes de montagnes. Alors, le modèle, on en vient au modèle, il s'est imposé en 1966 sur la base d'un profil d'anomalie magnétique. Je reviens à ce modèle-là. Quand le nouveau matériau sort à l'axe dorsal puis se refroidit, un corollaire de ceci, à partir du moment où on sait que le champ magnétique de la Terre s'inverse au cours du temps, c'était de dire qu'il va y avoir des bandes de matériaux qui vont s'aimanter dans la direction du champ magnétique de l'époque. Donc on va avoir des bandes de matériaux positifs, inverses, etc., qui vont refléter la chronologie des inversions du champ magnétique. Donc on doit pouvoir dater ceci. Ça avait été proposé par Vine et Matthews en 1963, mais en 1962 en fait, mais comme un corollaire de ce qu'avait dit le Harry S. Mais en fait, ils avaient une région où les anomalies étaient impossibles à comprendre, et donc personne n'en tirait rien. Un des fondateurs de la tectonique des plaques, Dan McKenzie, m'avait écrit, à l'époque, on ne voyait pas du tout en quoi leur travail était important. Tout le monde l'a ignoré. Tout le monde l'a ignoré jusqu'au jour où il y a eu ce magnifique profil qui est venu du Pacifique, qui était un magnifique profil magnétique, symétrique, qui reproduisait exactement la chronologie des inversions. À ce moment-là, tout le monde a basculé. Tout le monde a basculé, et pourtant, le modèle n'expliquait pas tout. Quand l'ensemble de la communauté scientifique s'y est intéressé, il y avait plein de choses, et qui a dit, bon, c'est le modèle qu'il faut prendre, il faut travailler avec ça, un modèle mobile. Il y avait plein de choses qui restaient inexpliquées. Je prendrai 3 exemples dans lesquels j'ai été impliqué. Le premier, c'est le flux de chaleur, c'est la quantité de chaleur qui sort de la Terre. J'avais fait le premier modèle dans un article avec Langseth et Ewing, dans lequel on calculait la quantité de chaleur qui est produite par le fait qu'il y a du matériau chaud qui monte à l'axe et puis qui se refroidit progressivement. C'était très facile à calculer. On pouvait faire un modèle numérique simple et prédire quelle quantité de chaleur sortait. Et on trouvait qu'il en sortait 3 fois moins que ce qui était prédit par le modèle de Hess. Donc, on disait, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce modèle, le modèle ne peut pas être accepté, en tout cas tel quel. Dan McKenzie, qui lui était de Cambridge, moi j'étais au Lamont aux États-Unis, près de l'Université de Columbia, qui était massivement non mobiliste. McKenzie, qui était à Cambridge, en Angleterre, et qui lui était massivement mobiliste dans cette région-là, dit, il reprend les mêmes calculs en prenant une solution algébrique, et il dit, je vais simplement diminuer par 3 la température du matériau qui monte. Au lieu de 1500 degrés, je vais prendre 500 degrés. Voilà. Alors, moi, quand j'ai vu Dan McKenzie, je lui ai dit, à l'époque, nous avions tous les deux tout à l'heure, je lui ai dit, mais Dan, est-ce que tu crois vraiment que c'est la température du matériau? C'est impossible, on ne peut pas avoir un matériau à 500 degrés dans le manteau, parce que ça ne produirait jamais le volcanisme. C'est au moins 1200 degrés. Il me dit, c'est un détail, c'est pas grave, de toutes les façons, avec ça, ça marche. Voilà. Alors, on voit bien la différence de conception entre ceux qui disaient, de toute façon, c'est nécessaire de l'accepter parce qu'il n'y a pas le choix, et qui disaient, tant pis, on adapte les paramètres, et ceux qui disaient, mais non, mais on reste avec ce gros problème sur les bras. On a su que beaucoup plus tard, une dizaine d'années après, qu'en fait, il y avait les 2/3 de la chaleur qui étaient perdus par convection de la circulation de l'eau, et donc on ne mesurait pas avec notre système, on ne mesurait que le flux conductif. Vous voyez, donc c'est un problème, c'est le paramètre caché. Depuis, ça a hanté ma vie de chercheur. Je me disais toujours, quel est le paramètre caché dans cette affaire? Bon, le deuxième problème, c'est le problème de la subduction. La subduction, c'est les régions où le fond des océans est censé rentrer à l'intérieur de la Terre, tout le long du Pacifique, par exemple. Donc c'est une zone de convergence. Or, en surface, on ne voyait que de l'extension. Je vous donne un exemple, c'est la fosse du Chili ici, qui est effectivement une zone de subduction rapide à l'heure actuelle. Mais tout ce que vous voyez en surface ici, c'est l'extension. Et de ce côté-là, on ne voyait rien. Donc comment est-ce qu'on peut produire de l'extension en surface dans une zone qui est une zone de convergence? Ça a été un paradoxe qu'on a eu pendant des années. En fait, ce qu'on n'avait pas compris ici, c'est un schéma
qui représente toute l'épaisseur de la plaque qui plonge dans ce système-là, c'est que ce système qui se courbe est donc, puisqu'il a une épaisseur mécanique, est donc mis en extension dans sa partie supérieure et en compression dans sa partie inférieure. Donc ici, vous avez des manifestations de compression très importantes, de distension très importantes, y compris dans la sismicité. Et c'est seulement à cet endroit-là, où ça s'enfonce sous le continent, qu'on a effectivement de la compression par chevauchement. Mais ça, on a mis très longtemps aussi à le découvrir. Alors, le problème de la cinématique, qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de gens, c'était de dire, par exemple, tout autour de l'Afrique, ici, vous n'avez que des ouvertures océaniques. Tout autour de l'Antarctique, vous n'avez que des ouvertures de l'océan. À aucun endroit, ça redescend. Donc, si ce sont des courants de convection, c'est impossible. Il faut bien qu'ils redescendent quelque part. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'en fait, le système est un système dans lequel les zones de divergence et de compression migrent à la surface de la Terre avec le temps. Le Pacifique, un jour, va disparaître totalement. L'océan Indien et l'océan Atlantique, au contraire, souvent. Donc, il y a eu une migration des zones de montée et de descente. Et ce n'était pas du tout évident pour des gens qui regardaient de s'apercevoir que le mouvement était celui qu'on voit là, ici en mouvement absolu par rapport à l'intérieur du manteau, avec une convergence très rapide vers certaines zones du Pacifique, alors que dans d'autres endroits, c'est un système assez complexe. Il y a un transfert de matériaux à la surface de la Terre. C'est vrai que sur l'ensemble de la surface, on détruit autant de surface qu'on en produit, mais ce n'est pas du tout en 1 pour 1 dans chacun des océans. Alors, pouvons-on dire en difficulté, on a adopté cette théorie sans l'avoir démontrée et en laissant beaucoup de questions à l'air. Sans l'avoir démontrée, pourquoi? Parce qu'il faudra en fait attendre les forages du Glomar Challenger en 1968. C'est un bateau qui a foré dans l'ensemble du fond des océans et qui a montré que l'âge était bien celui qu'on prédisait avec cette théorie. Bon. Et la deuxième chose, surtout, la mesure géodésique du mouvement des plaques, on prédisait des mouvements relatifs des plaques, ça peut se mesurer maintenant par satellite depuis la fin des années 80. Je vous avoue que la première fois que j'ai eu un résultat qui était le mouvement d'Hawaï par rapport à Tokyo et qui montrait que la direction et la vitesse étaient bien celles que j'avais calculées il y a bien longtemps au Lamonde, ça a été pour moi un moment tout à fait extraordinaire. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident sur beaucoup de raisons, mais pour beaucoup de raisons que je ne développerai pas ici. Alors, vous voyez que le système n'était pas prouvé, le nouveau modèle n'était pas prouvé, le nouveau modèle laissait des questions en suspens, et pourtant il a été adopté massivement. Il a été adopté comment? Je crois qu'il y a une vision sociologique qui est intéressante aussi, par des chercheurs sur le terrain, principalement jeunes, et combattu principalement par les gens au pouvoir ayant beaucoup investi dans les modèles précédents. C'est peut-être caricatural, mais c'est un fait, c'est comme ça. Deuxièmement, une résistance qui s'effrite au fur et à mesure que l'efficacité du modèle se confirme et qui se cristallise à la fin sur quelques scientifiques de renom comme Jeffreys. J'ai eu le privilège de voir Jeffreys défendre ses idées dans des séminaires au Lamonde, c'était assez étonnant. Bon. Alors, comment cette hypothèse est-elle devenue une théorie dominante en position d'autorité? Je crois que la réponse est claire. Les chercheurs en sciences expérimentales sont pragmatiques. Nous avons utilisé le modèle qui rendait le mieux compte des observations et qui prédisait les résultats que nous pouvions vérifier. On l'utilisait parce que cela marchait. Je crois qu'il n'y avait pas des grandes idées derrière. Ça marche, donc on l'utilise. Alors depuis, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont été vérifiées, mais je parle de cette période où les choses sont mouvantes et il faut d'un seul coup basculer d'un système à l'autre, au prix souvent de quelque chose d'extrêmement douloureux, parce que beaucoup de travaux qu'on a faits s'écroulent, dans notre domaine en tout cas. En fin de compte, la quasi-totalité de la communauté scientifique adopta cette théorie à cause de son efficacité d'ensemble, même s'il restait quelques observations importantes qui restaient inexpliquées, ou pire, qui paraissaient en contradiction avec la théorie. Je crois que c'est un point qui est très important. L'adoption se fit avant que la théorie n'ait été démontrée. Alors, je voudrais maintenant, très brièvement, vous donner un petit point de vue sur ce qui agite beaucoup notre communauté, mais aussi notre monde dans son ensemble à l'heure actuelle, qui est la théorie
du changement climatique dû aux gaz à effet de serre. Pour montrer une comparaison et montrer que les choses sont assez semblables. Pour les gaz à effet de serre, Arrhenius, un Suédois, dès 1896, avait prédit qu'un doublement du CO2 atmosphérique à la suite de l'utilisation industrielle des combustibles fossiles conduirait à un réchauffement global de 4 degrés centigrades. C'est assez remarquable parce que c'est ce que donnent les modèles actuels. Il y a probablement une part de chance de ces calculs qui étaient très primitifs. Mais ceci dit, il l'a fait. Hein. Bon. Mais la prédiction ne s'appuyait sur aucune mesure et la modélisation restait très fruste. Arrhenius était en quelque sorte le Wegener du changement climatique. Alors, il fallut attendre la mesure continue de la teneur en CO2 à partir de 1958 au Mauna Loa par C.D. Keeling pour que son augmentation rapide devienne une évidence qui s'impose au début des années 80. Je crois que c'est un point qui est très important parce que beaucoup de mesures étaient faites dans les villes. Et dans les villes, bien sûr, au fur et à mesure que les villes grandissaient et qu'elles avaient de plus en plus de voitures, on voyait des taux très variables de CO2, des choses comme ça. C'était un peu le fouillis. À partir du moment où on a mesuré sur le haut du Mauna Loa, hein, qui est un grand volcan, plus de 4500 mètres, eh bien là, c'est devenu d'une clarté formidable. On a vu le CO2 qui augmentait rapidement. Et ceci a eu un impact très, très grand sur les gens qui s'occupaient de l'atmosphère. Ça a été le début d'une prise de conscience que l'homme était en train d'intervenir sur l'atmosphère. Alors, à la même époque, ça c'est une coïncidence, l'augmentation de la température moyenne globale s'accélère. Le modèle d'Arrhenius est pris sérieusement en compte avec la mise en place du fameux GIEC, que tout le monde connaît maintenant ou presque, puisqu'il vient de recevoir la moitié du prix Nobel de la paix, en 1988. L'hypothèse devient une hypothèse privilégiée, capable de prédire l'évolution moyenne du climat en fonction de la teneur des gaz à effet de serre. Mais un point qui est fondamental, c'est que la durée trop courte de l'évolution rend toute démonstration de la validité de la théorie comme explication principale du changement climatique encore impossible. Certainement à cette époque, et même maintenant, c'est très difficile. Depuis, les observations expliquées par cette théorie ne cessent de se multiplier. La durée d'observation devient de plus en plus convaincante, mais encore trop faible pour une démonstration définitive. Il reste par ailleurs de nombreux points obscurs, et donc quelques scientifiques, de moins en moins nombreux, mais qui peuvent s'exprimer avec beaucoup de force, qui ne l'admettent pas. Bon. Ce qui est tout à fait... C'est le propre des scientifiques. Je crois que l'autorité dans notre domaine n'est pas une autorité du genre de celle qu'on a pour les affaires concernant le racisme, etc., qui vous impose sinon vous allez en prison. Nous, s'il y a quelqu'un qui dit le modèle climatique du gaz à effet de serre, je ne crois pas qu'il s'applique à l'heure actuelle, personne ne le mettra en prison. Il reste libre. L'autorité vient plus de l'efficacité, c'est-à-dire de la capacité de produire des nouveaux résultats scientifiques qui convainquent les autres qu'il faut les utiliser. Soit qu'on utilise ses propres résultats, ça ne convainc personne. Mais quand les autres se mettent à utiliser massivement vos résultats, on se dit ben, je tiens quelque chose. L'essentiel de la communauté scientifique climatique a basculé dans le nouveau paradigme, même s'il reste quelques Jeffreys, je ne sais pas si on peut les appeler des Jeffreys, qui n'acceptent pas d'adopter, parce que Jeffreys était quand même un très grand bonhomme, d'adopter ce modèle tant que les réponses à des questions qu'ils considèrent importantes n'auront pas été données de manière suffisamment convaincante pour eux. Alors, il y a toutefois une différence essentielle, et ça c'est un fait. Ce sont les implications politiques du modèle et donc la présence d'un fort lobbying non scientifique qu'on n'a jamais eu dans le domaine de la tectonique des plaques, puisque même le Nobel de la paix s'en mêle. Voilà, je voulais faire cette petite comparaison pour vous donner à réfléchir et que dans 10 ou 15 ans, parce qu'au fur et à mesure que les années avancent, naturellement, la démonstration éventuelle de la validité de ce changement climatique par gaz à effet de serre deviendra de plus en plus évidente, ou bien alors on le jettera par la fenêtre. Mais dans 10 ou 15 ans, c'est assez intéressant parce que si vous observez ce qui se passe dans la communauté scientifique à l'heure actuelle, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans notre domaine dans les années 60. Voilà, je vous remercie.